8 mai 1945. Enfin, la nuit se déchire. Les peuples fêtent la victoire sur l'Allemagne nazie. Depuis le débarquement sur les côtes de Normandie, en juin 1944, il aura fallu près d'une année aux Alliés pour gagner la guerre. « 11 longs mois de combats acharnés et cruels pour planter le drapeau rouge au sommet du Reichstag. « 11 mois de peur et d'espérance. 11 mois interminables pour abattre un Reich qui s'était promis de durer 1000 ans. Ces 11 mois, les plus meurtriers de la guerre, ont laissé une cicatrice éternelle dans les cœurs et dans l'histoire. Été 1944. Depuis près de 5 ans, l'Europe en guerre attend sa libération. Le 6 juin, le vent de la liberté souffle enfin sur les plages normandes. Le soir même du jour le plus long, plus de 150 000 soldats sont à terre. Le 1er juillet, près d'1 million d'hommes combattent en Normandie. Les Anglo-Américains ont la maîtrise du ciel. Ils détruisent systématiquement les infrastructures qui servent aux Allemands. Tous leurs convois de renforts sont mitraillés. Même le maréchal Rommel, le chef des forces allemandes en Normandie, est blessé lors d'une attaque aérienne. Dans les rangs allemands, une blague circule. Si tu vois un avion blanc, c'est un Américain. Si tu vois un avion noir, c'est un Anglais. Si tu ne vois rien, c'est la Luftwaffe. Pourtant, rien n'est encore gagné. Les Allemands résistent avec acharnement. Le général anglais Montgomery espérait prendre la ville de Caen en 48 heures. Il lui faudra près de 6 semaines et des tapis de bombes qui ravageront la cité. Dans la dernière semaine de juillet, enfin le front cède. Les Américains réussissent à percer dans le Cotentin. Les troupes libèrent la Bretagne, tandis que le fougueux général Patton, de la 3e armée américaine, libère ville sur ville et fonce vers l'Est. La libération de l'Europe occidentale commence enfin. L'ouest de la France est dévasté. Les populations sont amères. Mais après 4 ans sous la botte allemande, l'espoir renaît. L'heure est à la confiance. L'Allemagne, nous y entrerons comme dans du beurre, lâche les proches du général Eisenhower, le commandant du théâtre occidental. Au même moment, sur le front Est, une immense offensive se déroule. Staline, le maître de la Russie, a déclenché l'opération Bagration. Son objectif, s'emparer de la Biélorussie. Son but, ouvrir la route de Varsovie, qui commande l'accès à Berlin. L'armée rouge avance alors comme un rouleau compresseur, balayant tout sur son passage, sur un front large de 1000 km. Plus d'1 million d'hommes, 4000 chars, 25 000 canons et 5000 avions s'élancent sur l'ennemi. Rien ne les arrête. Le maître du Kremlin a le sens de l'histoire.
Staline a attendu le 22 juin pour lancer son offensive. Hitler avait attaqué la Russie 3 ans auparavant, jour pour jour, le 22 juin 1941. Sur ce front, les Soviétiques volent de victoire en victoire. Hitler a ordonné à ses généraux d'appliquer la stratégie des forteresses, se retrancher dans quelques places fortes pour contenir l'adversaire et l'obliger à livrer de longs et sanglants combats. En imposant en 1940 une guerre de mouvement, Hitler avait une guerre d'avance. En figeant ses généraux dans les citadelles, le Führer a désormais une guerre de retard. Car les Soviétiques encerclent les villes et attendent qu'elles tombent comme des fruits mûrs. Vitebsk, Orsha, Mogilev, Bobrousk, Minsk. Les villes de Biélorussie sont reprises une à une. Vassili Grossman, correspondant du journal de l'armée soviétique L'Étoile Rouge, note: la route de Bobrousk est la route du châtiment. Ici a bouillonné la chaudière de la mort, avalant dans une vengeance impitoyable tous ceux qui n'avaient pas déposé les armes et fui vers l'ouest. Pour freiner l'avancée de leur adversaire, les Allemands mènent une politique de terre brûlée qui ravage les villes et détruit toutes les infrastructures. Mais rien n'entrave la cavalcade de l'armée rouge. Ni les ponts détruits, ni les milliers de mines posées par les Allemands. La progression est si rapide que le carburant manque. Qu'importe. Les soldats mélangent parfois vodka et gasoil pour faire avancer leurs tanks. Un caporal allemand écrit à son épouse: si les Russes poursuivent dans cette direction, il ne faudra pas attendre longtemps avant qu'ils ne soient sur le pas de ta porte. Des centaines de milliers d'Allemands sont tués ou capturés. Parfois, ils n'ont même pas 20 ans. Les redditions se multiplient quand ils en ont le temps. Les territoires libérés s'embrasent. Les populations délivrées ont tout perdu. Leurs biens, souvent leur foyer, parfois la vie. Pour fêter ce qui s'annonce comme l'une des plus grandes défaites de la Wehrmacht, Staline fait défiler à Moscou le 17 juillet 1944 60 000 prisonniers allemands. Trois ans auparavant, Hitler leur avait promis qu'il défilerait dans Moscou. Promesse tenue. Attaqué à l'ouest par les Anglo-Américains, à l'est par les Soviétiques, le Reich pourrait soudainement s'effondrer. D'autant qu'un coup terrible va être porté à sa tête. Persuadé de l'imminence de la défaite, un cercle d'officiers allemands veut éliminer Hitler pour pouvoir négocier avec les Alliés. Le 20 juillet, alors que le Führer se réunit avec son état-major, une bombe explose. L'attentat provoque d'immenses dégâts. Mais malgré la violence de l'explosion, Hitler, contre toute attente, a survécu. Il a perdu un tympan, et un pansement lui bouche l'oreille, mais il est en vie. Tous n'ont pas cette chance. Plusieurs hommes qui se trouvent à ses côtés sont grièvement atteints et mourront des suites de leurs blessures. Le même jour, Benito Mussolini, qui règne encore sur la moitié nord de l'Italie, lui rend visite.
Encore commotionné du bras droit, Hitler lui confie « Duce, il y a quelques instants, une machine infernale a été lancée contre moi. » Quand Hitler lui montre les lieux de l'attentat, il lui avoue « La charge a explosé juste devant mes pieds. Il est évident que rien ne peut m'arriver. Je suis plus que jamais convaincu que la grande cause que je sers l'emportera, malgré tous les périls actuels. » Hitler interprète sa survie comme un signe du ciel, et Mussolini se garde de le contredire. Avant de partir, le Duce lui souffle. Après ce miracle, il est impensable que notre cause puisse connaître l'échec. Quand les Allemands apprennent que Hitler a survécu, ils pleurent de joie. Grâce à Dieu, le Führer est vivant, entend-on dans les rues de Berlin. Car en juillet 1944, bien des Allemands pensent encore que leur Führer représente le seul espoir de vaincre. Le soir même de l'attentat, le dictateur s'adresse à son peuple. Ein ganz kleiner Flügel verbrecherische Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Es hat daher jeder Deutsche ganz gleich, wer er sein mag, die Pflicht, diesen Elementen nunmehr sofort rücksichtslos entgegenzutreten, sie entweder sofort zu verhaften oder wenn sie irgendwo Widerstand leisten sollten, sofort niederzumachen. L'attentat a renforcé la tendance naturelle de Hitler à la paranoïa. Les opposants, réels ou présumés, sont traqués sans pitié. L'enquête est confiée à un dur. Le général-major Otto Ernst Remer. 5000 personnes sont arrêtées. Les conjurés sont presque tous interpellés. Des procès expéditifs suivent. Certains généraux, rutilant quelques semaines plus tôt, se présentent devant leurs juges dans des vêtements miteux, l'air sale et hagard. Erich Hoppner, ancien des campagnes de Pologne et de France. Le maréchal von Wisleben, ancien commandant en chef du front ouest. Privé de ceinture et vêtu d'un pantalon trop grand, il doit sans cesse le retenir de tomber. Nazi fanatique, le juge Freisler les couvre d'insultes. Il hurle si fort que les preneurs de son, chargés d'enregistrer cette parodie de justice, lui demandent de baisser le ton. La sentence est sans appel. Verräter an allem, wofür wir leben und kämpfen, werden sie alle mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Environ 200 personnes sont exécutées. Les bourreaux choisissent des cordes particulièrement fines pour prolonger l'agonie de leurs victimes. Parmi les conjurés, un cas à part, le maréchal Rommel. Légende de la guerre du désert, le conquérant de Tobrouk est un héros consacré. Révéler son rôle ternirait le prestige du Reich. Hitler ne lui laisse qu'une alternative, le suicide ou un procès public. Rommel opte pour le suicide, avec la garantie de voir sa famille épargnée. Le régime lui offre de grandioses funérailles nationales. Les Allemands ne savent rien. Officiellement, le renard du désert est mort des suites de ses blessures en Normandie. Suite à cette purge brutale, chaque Allemand tend à se radicaliser afin d'éviter d'être suspecté de tiédeur. Il faut montrer que l'on reste fidèle au Führer, jusqu'au bout. Dans l'armée, le Heil Hitler remplace le salut militaire traditionnel. Le régime place des hommes sûrs au poste de commande, à commencer par le chef des SS, Heinrich Himmler, nommé chef de l'armée de remplacement.
il a désormais plein pouvoir sur 2 millions d'hommes. Goebbels, le ministre de la propagande, devient ministre plénipotentiaire du Reich pour la guerre totale. Satisfait de l'accroissement de ses pouvoirs, il confie à son journal: il a fallu une bombe sous son cul pour faire entendre raison à Hitler. L'attentat n'a pas brisé le régime. Au contraire, il l'a consolidé. Pourtant, de toutes parts, à l'est comme à l'ouest, les Alliés progressent. Au sud, à la mi-août, Français et Américains débarquent en Provence. Les GIs du général Patch et les soldats de la première armée française commandée par le général Delattre se lancent sur les routes du sud de la France. Aidés par les FFI, les forces françaises de l'intérieur, ils libèrent Marseille, puis remontent le sillon rhodanien. Mais ces images d'une Wehrmacht humiliée sont trompeuses. La grande majorité des soldats d'Hitler est parvenue à se replier. Plus de 400 000 d'entre eux gagnent le Reich et se préparent à défendre leur patrie. Loin du front, en Allemagne, les reportages projetés dans les salles obscures s'efforcent d'éclairer le quotidien. À l'été 1944, malgré les bombardements, alors que le Reich vacille, pour bien des Allemands, la guerre est encore lointaine. Les images témoignent de la douceur de vivre et du folklore débonnaire qui règne dans le pays. Les Allemands font encore confiance à Hitler. Comment en serait-il autrement, alors que le parti est omniprésent? La population est correctement ravitaillée, les usines tournent, les administrations fonctionnent, et le zoo de Berlin reste ouvert. L'été est magnifique, autant en profiter. La guerre? Quelle guerre? Pourtant, cette baignade filmée en août 1944 est celle de la ville de Dachau. À quelques kilomètres, le plus vieux camp de concentration d'Allemagne continue d'éliminer des déportés, arrêtés dans l'Europe tout entière. Car si l'Allemagne jouit du soleil de l'été, l'Europe occupée reste dans les ténèbres nazies. Le régime poursuit son entreprise d'anéantissement. Entre le 7 juin et le 9 juillet 1944, plus de 435 000 juifs hongrois sont envoyés à la mort. En août 1944, les fours crématoires d'Auschwitz ne parviennent plus à suivre la cadence pour détruire les cadavres. Les SS les brûlent dans des fosses à ciel ouvert. Alors même que les Alliés approchent de Paris, le 17 août 1944, un dernier convoi de déportés quitte l'Île-de-France pour les camps de la mort. Et pourtant, une semaine plus tard, le 25 août, Paris est libéré. Les Alliés ne pensaient pas aller aussi vite. Après 4 ans d'exil, le général de Gaulle ramène l'État chez lui. Les Américains, eux, se sentent chez eux. La 4e division d'infanterie défile glorieusement sous les vivas. Quand un soldat de l'armée américaine chez nous se promène sur les boulevards, pour bien se faire comprendre, il a de la peine, il se démène et pique son phare. Les Parisiennes se jettent au cou de leur libérateur. L'euphorie règne sur les visages et dans les cœurs. Oh là là, good morning mademoiselle. Oh là là, I go to l'opéra. Oh là là, je speak pas very well. Oh là là, c'est-il là ou pas là? En souriant, la petite Parisienne dit gentiment, justement je vais par là. Oh oh,
Beaucoup de GIs pensent que le plus dur est fait et que la défaite du Reich n'est plus qu'une formalité. Et c'est très bien comme ça. L'été promettait la victoire. L'automne annonce bien des déboires. Depuis le débarquement, le général américain Eisenhower se méfie du chef des troupes terrestres, le Britannique Montgomery, qui a multiplié les échecs en Normandie. Malgré ses déconvenus, Montgomery exige de diriger les opérations contre le Reich, en plaçant l'ensemble des forces anglo-américaines sous son commandement. Une exigence inacceptable pour Eisenhower. Pour éviter de confier à Montgomery toutes ses troupes, Ike divise ses forces en 2 groupes. Le premier sera confié à Montgomery. Il attaquera par le nord, vers la Belgique et les Pays-Bas. L'objectif est de s'emparer du port d'Anvers. Ainsi, les armes, les chars, les munitions pourront être acheminés au plus près du front. Le second groupe, attribué au général américain Bradley, attaquera à l'est, en s'appuyant notamment sur les armées des généraux Patton et Simpson. Tout va très vite. Dès septembre 1944, les Britanniques de Montgomery poursuivent leur avancée et s'emparent de Bruxelles. Dans la capitale belge, la population s'abandonne à la liesse, comme Paris 10 jours plus tôt. Le lendemain, à Anvers, les vainqueurs capturent des centaines de prisonniers dont ils ne savent que faire. Le parc zoologique est recyclé. Si les autorités belges fêtent Montgomery, il a commis une erreur. Trop pressé d'envahir l'Allemagne, ses troupes ont conquis comme prévu le port d'Anvers. Mais Montgomery a oublié de nettoyer les îles et les berges qui commandent son accès. Elles sont tenues par des unités allemandes lourdement armées. Aucun bateau allié ne peut donc y accoster et ravitailler le front. Ce nouvel échec irrite Eisenhower. Et pour cause. Durant 2 longs mois, les troupes alliées vont devoir réduire la résistance allemande au cours de périlleuses opérations amphibies. Elles y laissent 13 000 hommes. Mais il en faut plus pour entamer la suffisance de Montgomery. L'Anglais veut prouver à Eisenhower ses talents de stratège. Même avec le commandement de la moitié des troupes qu'il réclamait, il réussira. Son objectif, franchir le Rhin le premier. Ce succès fera oublier ses échecs et éclipsera les victoires de son rival, le général Patton. Le général américain, grande gueule au pistolet à crosse d'ivoire, avait libéré ville sur ville, filant de la Normandie à l'est de la France. Montgomery le jalouse. Alors, dans un mouvement d'orgueil, il convainc Eisenhower sceptique de lui donner tous les moyens. Son objectif, lancer une gigantesque opération parachutée à Arnhem, aux Pays-Bas. Nom de code, Market Garden. Le 17 septembre 1944, 20 000 parachutistes et 14 000 combattants, acheminés par des avions et 563 planeurs, s'envolent en direction de la Hollande. C'est la plus grande flotte de transport aéroportée que l'histoire ait jamais connue. Les parachutistes américains, britanniques et polonais sont droppés derrière les lignes allemandes pour s'emparer d'une série de ponts sur la Meuse, la Waal et sur le Rhin et éviter que les Allemands les détruisent. Une fois ces ponts sécurisés, des troupes terrestres pourront contourner par le nord les défenses de la ligne Siegfried et envahir le Reich. Montgomery est sûr de lui. Grâce à son génie, la guerre sera gagnée avant Noël. Malheureusement, la situation au sol se dégrade rapidement. Les centaines de planeurs se posent, mais certains s'écrasent.
Les zones de largage sont trop éloignées de leur cible. Mais surtout, Montgomery a négligé un détail. Les Allemands. Il s'empare d'un planeur et récupère du matériel et du ravitaillement. Plus embarrassant, ils y découvrent également le plan de l'opération qu'un officier a embarqué avec lui, au mépris des ordres donnés. Lorsque la 4e brigade est larguée en renfort, ces parachutistes se font tirer comme des perdrix par les Allemands qui les attendaient. Dans la ville d'Arnhem, 2 divisions Panzer se précipitent sur les paras anglais et les assiègent. Au bout de 5 éprouvantes journées, les soldats de Montgomery doivent se rendre et les actualités allemandes exhibent leur prise de guerre. Für Sie ist die Operation Berlin, wie General Eisenhower dieses Unternehmen bezeichnet, zu Ende. Sie haben sich abermals damit abfinden müssen, dass der von Churchill für diese Tage festgesetzte Termin der deutschen Kapitulation nicht nur erneut auf unbestimmte Zeit vertagt werden musste, sondern niemals in Frage kommen wird. Au total, les Alliés perdent 17 000 hommes et ne libèrent qu'une partie des Pays-Bas. L'échec de l'expédition n'est que le début d'un drame terrible. Pour soutenir l'opération Market Garden, les cheminots néerlandais se sont mis en grève. En rétorsion, le commissaire du Reich bloque toute importation de produits alimentaires vers la Hollande occupée. Les files d'attente se multiplient devant des magasins d'alimentation presque vides. Dès octobre, la famine provoque des ravages. Des civils par milliers meurent de faim. Henri, alors âgé de 10 ans, se souvient. Rien n'était plus important que la nourriture. Je me levais le matin en pensant à la nourriture. Tout au long de la journée, nous parlions de nourriture. Et quand je me mettais au lit, affamé, je rêvais de nourriture. Les Hollandais subissent alors durant de longs mois ce qu'ils appellent l'Hunger Winter, l'hiver de la faim. Au moins 16 000 civils périssent. Pendant que Montgomery piétine en Hollande, les forces américaines de Bradley avancent. Début octobre, ses troupes atteignent Aix-la-Chapelle. Enfin, l'Allemagne est atteinte, mais non conquise. Les Américains exigent la reddition de la cité. En vain. Hitler a ordonné à ses troupes de défendre la ville, jusqu'à la dernière cartouche. La première US Army doit conquérir la ville rue par rue, quartier par quartier, maison par maison, dans de rudes combats. Je ne comprends pas ces nerfs GI. Ils savent qu'ils vont très probablement se faire tuer. Comment se fait-il qu'ils ne se rendent pas? Après 19 jours de siège et 1000 GIs tués, la cité finit enfin par tomber. Les Allemands éprouvent pour la première fois ce qu'ont ressenti tous les peuples d'Europe lorsqu'ils fuyaient quelques années plus tôt les hordes de la Wehrmacht. La prise d'Aix-la-Chapelle est un symbole. C'est la première ville allemande à tomber entre les mains alliées. Mais cette brèche dans le territoire allemand est loin d'annoncer la victoire. Les Anglo-Américains piétinent face à la résistance qu'opposent les Allemands. Montgomery a raté son opération aux Pays-Bas. Le port d'Anvers est toujours impraticable. Et le bouillant général Patton, qui rêvait de poursuivre sa chevauchée à l'Est,
a été privé de carburant. Mes hommes peuvent bien ronger leur ceinturon, mais mes chars ne peuvent avancer sans essence, hurle-t-il. Il est en panne sèche. Comble de l'ironie, une partie de son essence a été attribuée aux Britanniques. En bridant Patton, les Alliés n'ont pas su exploiter la décomposition du front occidental. Du coup, les Allemands ont pu reconstituer leur défense en s'abritant derrière le Rhin. Le front ouest est bloqué. La guerre terminée avant Noël? Ce rêve s'évanouit. La guerre va durer. Côté soviétique, l'opération Bagration est un succès. L'avancée a été impressionnante. Entre le 22 juin et le 31 août 1944, les offensives russes mettent 700 000 Allemands hors de combat. Les troupes du maréchal Zhukov ont parcouru 500 km en 5 semaines. Presque aussi vite que ne l'avaient fait les chars allemands dans l'autre sens en 1941. Les soviétiques approchent de Varsovie. Dans la ville, on entend déjà leurs canons qui grondent au loin. Radio Moscou appelle la population à se soulever. Persuadée d'être soutenue par l'armée rouge, l'armée secrète polonaise déclenche le 1er août l'insurrection. Ces combattants improvisés s'équipent comme ils le peuvent. Ils s'emparent de casques allemands, parfois d'armes, plus rarement de chars. Les premiers jours sont euphoriques. Dans la joie, des barricades se dressent dans tous les faubourgs. Chacun à sa manière participe au combat. Bientôt, les Polonais contrôlent des fragments de la capitale et leur drapeau flotte à nouveau sur quelques toits. Ces résistants héroïques se lancent avec fougue dans la lutte et délogent les combattants allemands. Les Polonais savent que les Russes sont là, tout près, de l'autre côté de la Vistule. Avec ce puissant allié, les insurgés n'ont rien à craindre. Mais dès le 4 août, les Allemands dépêchent des renforts. Leur mission, liquider le problème polonais, qu'importe la méthode. La ville est pilonnée, sans répit. Progressivement, les Allemands reprennent le contrôle de la cité et écrasent les insurgés. L'hôpital est incendié, les blessés exécutés. La résistance pourrait renverser l'équilibre, si elle était soutenue. Mais l'armée rouge reste l'arme au pied. Pendant que des forces allemandes détruisent la ville, les troupes soviétiques bivouaquent sur les rives de la Vistule. Staline reste de marbre. Il n'intervient pas. Il refuse même un temps aux Américains et aux Britanniques le droit d'utiliser ses aérodromes pour ravitailler les insurgés qu'il livre au massacre. Son intérêt est double. Il doit laisser ses troupes reconstituer leurs forces après l'opération Bagration. L'intendance doit acheminer essence, armes, munitions, pièces de rechange jusqu'à cette nouvelle ligne de front sur la Vistule. Et dans le même temps, Staline laisse anéantir cette résistance polonaise non communiste pour
pour placer, quand il l'aura décidé, les communistes polonais au pouvoir. Les Anglo-Américains protestent, mais sans risquer de menacer leurs relations avec Moscou. L'alliance soviétique contre Hitler est à ce prix-là. L'insurrection de Varsovie se solde par un bain de sang. Quelques 220 000 civils et résistants sont morts. Après 2 mois de combats acharnés, les armes se taisent. Le général polonais Bor Komorowski signe la capitulation le 2 octobre. L'armée de la résistance se rend. Varsovie est à 85% en ruine. Les Polonais qui espéraient le soutien des Soviétiques craignent désormais de tomber entre leurs mains. Comme le chante un poète, nous t'attendons peste rouge pour nous délivrer de la peste brune. Pendant que l'armée rouge campe sur la Vistule, à l'ouest, les armées alliées ont enfin pu ouvrir le port d'Anvers, où le matériel se déverse. Les Américains ont atteint le Rhin. Le Reich est pris en tenaille. Mais malgré cette attaque sur 2 fronts, le régime nazi ne montre aucun signe d'effondrement. Bien au contraire. L'armée obéit aveuglément à son guide. En octobre, Himmler crée la Volkssturm, la tempête du peuple. Cette milice recrute les hommes qui ne savaient pas encore sous les drapeaux. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Großdeutschen Reiches Adolf Hitler bedingungslos treu und gehorsam sein werde. En un tour de main, le notaire de province, l'adolescent des campagnes ou le boulanger du village reçoit un lance-roquette pour défendre son Reich. Le peuple allemand fait encore bloc derrière son Führer. La raison. Depuis 12 ans, Hitler est le maître du pays. Son régime a endoctriné les Allemands. En 1944, le parti nazi compte encore 8 millions d'adhérents. Il n'y a pas une famille allemande qui n'ait un proche membre du parti. Pour ceux qui doutent, la propagande du docteur Goebbels exalte nuit et jour la supériorité du soldat allemand et affirme que la coalition alliée finira par se disloquer. Ces fables persuadent les Allemands qu'ils vaincront. En décembre 1944, voilà bientôt 5 mois que l'Allemagne résiste sur 2 fronts. Le Reich est blessé. Il saigne. Mais sur le plan économique, il intensifie ses efforts et mobilise ses usines, qui produisent tanks, avions, sous-marins, munitions. Faute de gagner la bataille de la quantité, les ingénieurs inventent des armes nouvelles. Chars miniatures télécommandés, destructeurs de tanks. Ou encore des sous-marins torpilleurs individuels. Mais surtout, Hitler nourrit de grands espoirs dans ce qu'il appelle les armes miracles. Les V1 sont des bombes volantes qui s'abattent sur Londres depuis le mois de juin et provoquent la mort de milliers de civils.
Les V2 sont les premiers missiles balistiques de l'histoire. Depuis plusieurs années, ils sont élaborés secrètement dans les usines du Reich. À l'automne 1944, ils sont enfin prêts. Ces véritables fusées peuvent transporter une tonne d'explosifs. Même si ces armes de représailles ont un impact limité, elles galvanisent les Allemands. Un jeune écrit « Nous ne parlons que des V2. Peut-être peut-on en tirer sur l'Amérique. Je suis certain que la victoire est à nous. » Cette réussite industrielle repose sur un homme, Albert Speer. L'architecte du Führer supervise cette réorganisation, qu'il présente comme un miracle. Car malgré les bombardements, la production d'armement augmente jusqu'en juillet 1944. Mais ce miracle bien profane porte un nom, l'esclavage. Le Reich exploite des millions de travailleurs. Les déportés, juifs, communistes, résistants, les requis, raflés dans tous les pays d'Europe. Les prisonniers de guerre, transformés en ouvriers. Près de 9 millions d'hommes et de femmes travaillent dans des conditions inhumaines pour le compte du Reich. L'industrie allemande peut ainsi soutenir l'effort de guerre. Le Reich va même s'offrir le luxe de passer de la défensive à l'offensive. Sur le front ouest, la division des forces alliées en 2 blocs a dégarni dangereusement le secteur des Ardennes. C'est là que Hitler se décide à frapper. Le 16 décembre, à la stupeur des Alliés, 1900 canons ouvrent le feu. Dès les premières heures, l'effet de surprise joue, au-delà des attentes de l'état-major allemand. Les Alliés imaginaient traquer une armée en déroute. Ils se retrouvent au cœur d'une puissante contre-attaque. Pour Hitler, c'est un coup de poker. Cette offensive pourrait stabiliser le front ouest, convaincre les Anglo-Américains qu'ils ne pourront jamais l'emporter, et peut-être, qui sait, les inciter à s'allier avec lui contre le diable bolchevique. Le Führer en est persuadé. La coalition Est-Ouest est contre nature. Des marxistes alliés à des capitalistes, quelle hérésie. Cette alliance s'effondrera. Les Allemands progressent, aidés par la météo. Le mauvais temps empêche l'aviation alliée d'intervenir. L'avancée est spectaculaire. Un lieutenant écrit à son épouse. « Tu n'imagines pas les heures et les jours de gloire que nous vivons aujourd'hui. Tout se passe comme si les Américains ne pouvaient résister à l'importance de notre poussée. » La 5e division Panzer capture près de 9000 GIs, dont beaucoup sont noirs. Belle prise pour la propagande nazie, qui martèle que l'US Army est composée de sous-hommes. La nouvelle se répand en Belgique, comme en Alsace, tout juste débarrassé de la peste brune. L'Allemand revient. Des civils qui venaient à peine de rentrer dans leur foyer reprennent la route de l'exode. Tout en préparant les fêtes de fin d'année, les familles allemandes se félicitent de cette offensive. Quel beau cadeau de Noël, entend-on ici ou là. Les sondeurs de Goebbels notent « Les gens sont profondément heureux que nous ayons repris l'initiative, d'autant que personne ne s'y attendait. » Un soldat écrit à sa femme. La neige doit rougir du sang des Américains. Nous allons les jeter dans l'océan, les singes arrogants et forts en gueule du Nouveau Monde. Ils ne pénétreront pas dans notre Allemagne. Mais la détermination des combattants allemands se mue parfois en folie meurtrière.
car les troupes multiplient les crimes de guerre. Le 17 décembre, 69 prisonniers américains sont abattus par des SS. Quelques jours plus tard, dans la petite ville de Malmedy, 86 corps de GIs exécutés par la même unité SS sont découverts. Des civils belges, hommes, femmes, enfants, sont également massacrés. Sur les lignes américaines, le chaos règne. Pour ajouter à la confusion, des commandos allemands déguisés en américains s'infiltrent, inversent les panneaux indicateurs et multiplient les sabotages. Les GIs doutent de tout et de tous. Ils interceptent des véhicules et vérifient scrupuleusement les identités. Ils ont pour consigne de poser des questions typiquement américaines. Dans l'une des phases les plus critiques de l'hiver 44, la police militaire demande à chaque contrôle: qui est la fiancée de Donald? Comment s'appelle le chien de Roosevelt? Parfois, les espions sont capturés. Les troupes allemandes poursuivent leur percée. Elles assiègent la petite ville belge de Bastogne, point stratégique crucial pour la réussite de leur opération. 18 000 GIs défendent la place. Dans les rangs, le bruit court que les Allemands ne font pas de prisonniers. Les soldats américains vont redoubler de combativité. Mais la ville est rapidement encerclée par les Panzers. Les troupes sont prises au piège. Alors qu'il préparait une offensive plus au sud, le général Patton est appelé à la rescousse. En plein hiver, il fait pivoter son armée de 90 degrés et remonte plein nord. Il fonce sur Bastogne. Il a promis à Eisenhower que cette manœuvre ne lui prendrait pas plus de 3 jours. Ses chars roulent nuit et jour, par une météo exécrable. Il n'avait pas prévu les routes verglacées. Pendant ce temps, à Bastogne, les GIs luttent contre les Allemands et la météo. Beaucoup meurent gelés dans leurs trous. Le 24 décembre, Eisenhower apparaît aux actualités. Triste veille de fête. Alors qu'il espérait célébrer Noël à Berlin, ses vœux sont diffusés pendant que ses troupes sont assiégées dans l'enfer de Bastogne. Je ne parle pas français, mais voudriez-vous bien souhaiter de ma part à votre camarade et à votre noble et vaillant pays heureux Noël. And now to all you men and all your comrades, Merry Christmas. If it doesn't happen to be so very merry this year, next year we'll be sure that it will be. Good luck to all of you. Le Noël joyeux promis pour 1944 est reporté 1945. Une éternité. Le 26 décembre, les Allemands lèvent les yeux horrifiés vers les cieux. Il ne neige plus. Aux flocons succèdent les bombardiers lourds de l'US Air Force, qui pilonnent les positions allemandes.
Un peu plus tard, et comme il l'avait promis, la 3e armée de Patton opère la jonction avec les assiégés de Bastogne. Juste à temps. Le coup de poker d'Hitler a échoué. Le bilan humain est élevé. Côté allié, 80 000 hommes tués ou blessés. Côté allemand, 120 000. Au total, la bataille n'a fait que reculer l'échéance pour le Reich. Mais elle a soudainement dégrisé les Alliés. Ils ont compris une chose. L'Allemagne est toujours dangereuse. Au quartier général du Führer, l'inquiétude règne. Göring suggère à Hitler de conclure un armistice. La guerre est perdue, explique-t-il. Hitler réplique. Je vous interdis de prendre une décision quelconque en la matière. Si vous enfreignez mes ordres, je vous fais fusiller. Hitler s'obstine. Nous ne capitulerons jamais. Nous pouvons sombrer, mais nous emporterons un monde avec nous. Pour le nouvel an, Hitler lance l'opération Vent du Nord. Tous ses avions sont jetés dans la bataille pour tenter d'anéantir l'aviation alliée. Mais les Anglo-Américains remportent cette bataille des airs. Les Allemands apprennent avec consternation ce nouveau revers. Mais Hitler, dans son exaltation, les convainc encore de résister. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf, und ich erwarte vom Bauern, dass unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerem Fanatismus unterstützen. Une Allemande écrit. Pendant les derniers mois de la guerre, je devais lutter contre mes larmes chaque fois que j'entendais la voix d'Hitler à la radio. Nous ne voulions pas reconnaître les signes, toujours plus nets, qui annonçaient la chute prochaine. Notre cœur avait peur de la terrible vérité. Pour remonter le moral de la population, Goebbels a prévu la projection d'un long métrage, Kolberg, un film qu'il a commandé 2 ans plus tôt. Cette superproduction raconte comment les troupes prussiennes ont résisté aux assauts des armées napoléoniennes. Goebbels note. Kolberg est enfin terminé. Le peuple allemand va bien en avoir besoin. Pendant ce temps, à l'Est, l'armée rouge reprend l'initiative. L'intendance a pu réapprovisionner ses troupes, qui se massent le long de la Vistule. Mais cette concentration n'est pas passée inaperçue. En Allemagne, le général Guderian tire la sonnette d'alarme. Il implore Hitler de regrouper les troupes sur le front Est pour parer à l'attaque soviétique. Mais Hitler s'obstine et nie avec la plus vive énergie. C'est le plus grand bluff depuis Gengis Khan. Qui a déniché ces imbécilités? Même Himmler refuse de l'admettre. Voyez-vous, mon général, je ne crois pas à l'attaque des Russes. Guderian tente désespérément de convaincre ses chefs. Hitler reprend. Ces renseignements sont complètement idiots. Leur auteur doit être enfermé dans un asile d'aliénés. Sourd à tout conseil, c'est Hitler qui s'enferme progressivement dans son monde. Comme Guderian l'avait annoncé, le 12 janvier 1945, Konev d'abord, Zhukov ensuite, lancent leurs armées et traversent la Vistule. Des files inépuisables de chars Staline
déferle sur un front de plus de 600 km qui s'étend des rives de la Baltique au cœur de la Pologne. Le rouleau compresseur russe s'est remis en marche. Le canon tonne si fort que même Zhukov doit protéger ses oreilles. Pour Staline, cette offensive est capitale. Dans quelques semaines, il doit rencontrer Churchill et Roosevelt à Yalta. Il ne veut pas que la Pologne lui échappe. Le 17 janvier 1945, 5 mois après le début de l'insurrection, l'armée rouge entre dans la capitale polonaise. Une ville fantôme. Comme l'avait calculé Staline, nul ne peut contester l'autorité des nouveaux occupants. Les communistes polonais s'installent sans peine au pouvoir. Les soviétiques paradent dans la capitale pour célébrer une victoire qui arrive un peu tard. Après avoir libéré la capitale polonaise, les soviétiques découvrent le 27 janvier 1945 le plus grand secret du Reich. Un camp de la taille d'une ville, entouré de barbelés. Auschwitz-Birkenau. Le camp a été évacué par les SS quelques jours plus tôt. Tous les gardiens ont fui. Les soviétiques découvrent 7000 déportés, laissés à l'abandon. 7000 survivants pour 1,5 million d'êtres humains assassinés. Avant leur départ, les nazis ont cherché à effacer les traces de leurs crimes. Ils ont fait sauter chambres à gaz et fours crématoires. Mais ces usines de mort formaient également le cœur d'un système de pillage. Les soviétiques trouvent des centaines de milliers de vêtements, des centaines de milliers de chaussures. Dans un hangar, ils découvrent 7 tonnes de cheveux. Les déportés ne se réjouissent pas assez pour la caméra. Les soviétiques décident de rejouer la scène de la libération du camp, quelques jours plus tard, en mobilisant des déportés remis sur pied et des habitants des environs. Le film ne sera jamais diffusé. Sans doute trahissait-il trop la réalité. Dans tout le Reich, il reste en janvier 1945 une centaine de camps encore actifs. Même dans sa chute, la destruction des Juifs d'Europe reste pour les nazis un objectif primordial. Pour les Alliés, la libération de ces centres de mise à mort n'est pas prioritaire, d'autant que les récits que transmettent les journalistes sont si ahurissants que les Occidentaux refusent de les croire. Lorsque le reporter britannique Alexander Werth découvre en juillet 1944 les camps de Majdanek et de Treblinka, il écrit aussitôt un article sur le fonctionnement de ces usines de mort, le tri, les chambres à gaz, les fours crématoires, les ossements broyés qui servent d'engrais pour le champ de choux mitoyen. Mais la BBC ne diffuse pas son reportage. Et le New York Herald Tribune écrit « Mieux vaudrait attendre confirmation des horreurs qu'on nous apprend de Lublin.
en dépit de tout ce que nous savons de la sauvagerie des nazis, ces faits apparaissent impensables. Les camps ne sont pas l'unique théâtre des crimes nazis. Chaque ville que libère l'armée rouge cache d'immenses charniers. Dans le sous-sol de ce bâtiment, un laboratoire abrité de pseudo-expériences médicales. Pour les nazis, les juifs, les polonais, les slaves ne sont que des engrais, des esclaves ou des cobayes. En 15 jours, Zhukov et ses hommes progressent de 400 km. Dans les cercles dirigeants nazis, nul n'avait prévu une avancée aussi foudroyante. Le général Guderian écrit « Le raz-de-marée russe prend pour nous les proportions d'un désastre complet. » Pourtant, les Allemands combattent. Mais s'ils tiennent, c'est aussi parce qu'ils ont peur. L'armée rouge se comporte de façon particulièrement barbare. Les quartiers des villages sont parfois incendiés. L'armée de Staline pille sans vergogne les biens de ce pays de cocagne. Radio, casseroles, montres. Un soldat écrit « Les Allemands abandonnent tout. Et nos hommes ont envahi les maisons. Tout est en feu. Du duvet des oreillers et des plumes des matelas volent un peu partout. Tout le monde, du soldat au colonel, emporte du butin. Cette ville a été crucifiée. Les Allemands ont raison de nous fuir comme la peste. » Quiconque passe pour un nazi peut être abattu. Près de 100 000 Allemands sont sommairement exécutés. Un soldat soviétique note « La mère allemande devrait maudire le jour où elle a enfanté un fils. Aux Allemandes de voir maintenant les horreurs de la guerre. Qu'elles fassent l'expérience de ce qu'elles ont voulu pour les autres. » En Prusse orientale, les soviétiques occupent brièvement la ville de Nemersdorf. Les habitants sont massacrés. Une orgie de violence se déchaîne. Plusieurs femmes auraient été crucifiées nues sur les portes de leur grange. L'armée rouge a saisi l'ampleur des crimes commis par les nazis. Les millions de prisonniers de guerre morts de faim, les millions de civils assassinés. Elle a découvert les camps de Majdanek, Auschwitz, Treblinka. Avec plus de 20 millions de morts derrière eux, les soviétiques brûlent d'assouvir leur vengeance. Le propagandiste Ilya Ehrenburg clame depuis des mois dans le journal L'Étoile Rouge. Si tu n'as pas tué un Allemand par jour, ta journée est perdue. Tue l'Allemand. C'est ce que te demande ta vieille mère. L'enfant t'implore. Tue l'Allemand. C'est ce que réclame ta terre natale. Les divisions et les armées ne sont pas seules à avancer sur Berlin. Il y a avec elles les tranchées, les fosses communes, les ravins remplis de cadavres d'innocents, les champs de choux de Majdanek et les arbres de Vitebsk où les Allemands ont pendu tant de malheureux. Les bottines, les petits souliers et les chaussons des petits enfants assassinés à Majdanek marchent eux aussi sur Berlin. L'armée rouge se met à l'école de la haine. Et sur sa route, les femmes de l'ennemi sont particulièrement visées. Le viol devient arme de guerre. Un jeune officier soviétique raconte. Des femmes, des mères et leurs enfants étaient couchés des deux côtés de la route. Et devant chacune, il y avait une bruyante armada d'hommes pantalons baissés. Et nos hommes abattaient celles qui essayaient de sauver leurs enfants. Les officiers souriants se tenaient à proximité, veillant à ce que chaque soldat, sans exception, participe. Staline en personne couvre ses crimes.
Il déclare: imaginez un homme qui s'est battu de Stalingrad à Belgrade, qui a vu sa terre dévastée sur des milliers de kilomètres. Après tout, qu'y a-t-il de mal à ce qu'il prenne un peu de bon temps avec des femmes, après toutes les horreurs qu'il a subies? Vassili Grossman décrit la terreur dans les yeux des femmes et des jeunes filles. Il se passe des choses horribles avec les Allemandes. Sur l'ensemble du territoire allemand, près de 2 millions de femmes auraient été violées. Épouses et filles de communistes incluses. Après avoir hésité, le régime nazi médiatise les exactions. Laufend rollt der Nachschub in die Kampfabschnitte der Ostfront, wo den deutschen Soldaten ein Gegner anrennt, der in den deutschen Städten und Dörfern mit einer Bestialität haust, die in der Geschichte der Menschheit kaum ein Beispiel findet. Und wie haben sich die Soldaten und Offiziere nun in ihrem Ort den Frauen gegenüber verhalten? Man kann hier gar nicht von Soldaten und Offizieren in diesem Sinne sprechen. Man kann hier nur sprechen von bestialischen Horden. Denn die haben sich alle gleichmäßig benommen, alle täglich betrunken. Sie haben also alle Frauen vergewaltigt, von Jugendlichen angefangen von 13 Jahren bis zu Frauen von 68 Jahren. Es ist in meiner Gegenwart eine 68-jährige Frau vergewaltigt worden in allergemeinster Weise. Und diese Volksgenossinnen hier auch, ja? Ja, sogar meine Mutter von 60 Jahren haben sie nicht geschont, sondern haben sie auch bestialisch vergewaltigt. Und Sie selbst auch hier? Ja, sogar meine Schwester und meine Mutter in bestialischer und tierischer Weise haben sie misshandelt. L'avancée des troupes soviétiques affole les civils. Par centaines de milliers, les Allemands se jettent sur les routes, au cours d'un hiver particulièrement glacial. « Je vais tenter d'arriver chez vous », écrit une jeune femme à sa mère. « Je t'en prie, maman, sois calme, mais je n'aurai pas Gabi avec moi. Je ne pouvais plus la porter, et elle était morte. Alors je l'ai bien enveloppée, et je l'ai ensevelie profondément dans la neige. Gabi n'y est pas seule. Des milliers de mères marchaient avec leurs enfants, et elles ont mis comme moi leur mort dans le fossé. » Pour fuir, des milliers d'hommes et de femmes paniqués prennent d'assaut les gares et les ports. En janvier 1945, près de 7000 fuyards se tassent sur le Wilhelm Gustloff. Il est coulé par un sous-marin soviétique. Plus de 5000 personnes disparaissent dans les flots, 3 fois plus que le Titanic. À la fin du mois de janvier 1945, 4 millions d'Allemands, peut-être même 8 millions et demi, ont quitté leur foyer. 40 000 à 50 000 personnes arrivent tous les jours à Berlin. Alors que les réfugiés encombrent les routes d'Allemagne, les troupes soviétiques, parties de la Vistule, s'arrêtent à environ 80 km de Berlin, sur le fleuve Auder. L'offensive de Zhukov a réussi. Les Allemands ont perdu 450 000 hommes. Ayant conquis le gros de la Pologne et assuré sa domination dans les Balkans, Staline aborde la conférence de Yalta en position de force. Ni le président américain Roosevelt, affaibli par la maladie, ni le premier ministre anglais Winston Churchill, dont le pays est épuisé par 5 années de guerre, ne peuvent lui résister. Les 3 grands s'accordent pour diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Churchill obtient une zone pour la France. Ce n'est pas par bonté d'âme. Mais Roosevelt a annoncé que les troupes américaines quitteraient l'Europe au plus vite. Et Churchill ne veut pas se retrouver seul dans la cage, avec l'ours soviétique. La Pologne est froidement attribuée aux communistes. Staline promet vaguement d'y organiser des élections libres. À l'ouest, un ultime obstacle reste à franchir. La dernière barrière naturelle de l'Allemagne, le Rhin. Tous les ponts ont été dynamités par les Allemands. Le général anglais Montgomery, toujours aussi pressé, espérait franchir le fleuve en premier. Mais les Américains lui grillent la politesse. Une avant-garde de la première US Army découvre à Remagen, près de Bonn, un pont. Les Allemands l'ont miné, mais ils ne l'ont pas encore fait sauter. Les Américains établissent aussitôt une tête de pont sur la rive orientale du fleuve.
Hitler enrage et ordonne de fusiller immédiatement les artificiers, dont les charges n'ont pas explosé. Quant à Patton, sans avertir ses supérieurs, il a fait traverser ses troupes plus au sud, à Oppenheim. Il sème déjà la panique en territoire allemand. Montgomery rêvait de pénétrer en Allemagne le premier. Il passe le dernier. Mais c'est lui qui mène la plus grande offensive. Il est à la tête de plus d'1 million de soldats. Cette fois, les erreurs d'Arnhem ont été corrigées. Les zones de largage des parachutistes sont précises. Les troupes anglaises pénètrent profondément en Allemagne et capturent des soldats de plus en plus jeunes. Les Français aussi veulent participer à la Lalie. De Gaulle sait que la place de la France dans le camp des vainqueurs dépend de sa participation à l'effort de guerre allié. Il convoque Delattre, patron de la première armée. Il faut que vous passiez le Rhin, même si les Américains ne s'y prêtent pas, et dussiez vous passer sur des barques. Il y a là une question du plus haut intérêt national. Delattre s'exécute. Les Français passent. Ils combattront sur le sol allemand, aux côtés des Américains. Pour les Alliés, la brèche est grande ouverte. Ils vont enfin pouvoir envahir le Reich. Heureuse nouvelle, sauf pour Staline. Dès qu'il l'apprend, il ordonne à Zhukov de s'emparer au plus vite de Berlin pour éviter que les Américains le gagnent de vitesse. Car une fois le Rhin franchi, la résistance allemande faiblit. Hitler a en effet préféré concentrer ses forces à l'Est. Il a épuisé ses maigres réserves dans la coûteuse bataille des Ardennes. Désormais, certaines cités, plutôt que de se battre jusqu'au bout, arborent le drapeau blanc. Les Anglo-Américains rattrapent leur retard. Churchill ne cesse de presser les Américains. Il faut avancer et serrer la main des Russes, le plus à l'est possible, plaide-t-il. Mais Berlin est dans la future zone d'occupation soviétique, définie à Yalta. Si les Américains prennent la ville, ils devront de toute façon se retirer. L'opinion publique américaine n'est pas prête à accepter les 100 000 morts que risque de coûter cette bataille de prestige. Des scrupules humanitaires qui n'ont jamais étouffé Staline. Ike décide donc de ne pas se lancer à l'assaut de Berlin. Ses troupes peuvent même s'offrir une pause à la Texane. Marlène Dietrich leur rend une petite visite. Hello, boys. I want to say that sharing this entertainment with you today is to me more important than doing the entertaining. I'm certain that we can look forward to a speedy victory. Goodbye, good luck, Godspeed. Mais les armées de Ike ne restent pas l'arme au pied. Pour abattre au plus vite l'Allemagne nazie, tout en évitant de trop lourdes pertes dans leurs rangs, Américains et Britanniques conduisent une impitoyable guerre aérienne. Ils pilonnent sans relâche les installations industrielles allemandes et n'hésitent pas à anéantir des villes bondées de civils. Leur but, détruire le potentiel économique du Reich et briser le moral de la population pour la désolidariser du régime. Entre janvier et avril 1945, 471 000 tonnes de bombes s'abattent sur l'Allemagne. Cologne, Hambourg, Berlin sont frappés. Well, men, now that we've been the first ones to Berlin, how would you like to go back again? Mi-février, Churchill veut bombarder la ville de Dresde pour impressionner les Soviétiques, que les succès de Montgomery n'ont guère ébloui. Un déluge de feu s'abat sur la cité. En moins de 24 heures,
Plus de 25 000 habitants périssent sous les bombes. Ville sans intérêt stratégique, rien ne justifie a priori que les Alliés s'acharnent sur cette cité. Mais briser Dresde, c'est aussi multiplier le nombre de réfugiés et perturber les mouvements de la Wehrmacht. Dresde sonnera parfois comme un remords pour les chevaliers. Mais pas longtemps, car l'obstination de Hitler les pousse à continuer les bombardements, quel qu'en soit le coût pour les populations civiles. Fin mars 1945, le Reich sombre dans le chaos. L'issue de la guerre ne fait plus aucun doute. Un officier allemand note dans son journal: « Nous arrivons au bout. Nos dirigeants envisagent-ils peut-être une issue? La mort de nos soldats, la destruction de nos villes et villages ont-ils encore un sens maintenant ?» Un autre écrit: « N'y a-t-il donc personne là-bas pour maîtriser le fou et réclamer un arrêt? Sont-ils encore des généraux? Non, ce sont des merdeux, des poules mouillées. Ce sont des lâches. » Mais ces mots de révolte restent confinés dans des journaux intimes. Après avoir écrit ces lignes, ces jeunes soldats retournent au combat. La société allemande ne parvient pas à se révolter. Et pour cause, la plongée dans l'abîme se poursuit. Le régime entame une nouvelle étape, une radicalisation contre les Allemands eux-mêmes. Quiconque n'est pas disposé à combattre doit tomber sous les coups du bourreau. À Königsberg, 80 déserteurs sont exécutés. Souvent, les corps des victimes sont laissés le long des routes, avec un écriteau. « Je suis un déserteur, et j'ai refusé de protéger les femmes et les enfants allemands. » Les villages arborant des drapeaux blancs sont menacés de destruction. Mais cette radicalisation frappe encore plus durement les déportés. La progression des armées anglo-américaines à l'ouest et soviétiques à l'est pousse Himmler à fermer les camps et à précipiter les déportés dans d'abominables marges de la mort. Les camps sont évacués sans aucune logique. Les nazis n'ont plus le temps de gazer, alors ils exterminent par le froid et la faim. Ceux qui ralentissent la marche sont assassinés d'une balle dans la tête. Quand les Alliés libèrent les camps, ils les trouvent le plus souvent presque vides. Les Allemands y ont laissé agoniser, les déportés jugés trop faibles pour être évacués. En avril 1945, les Britanniques pénètrent à Bergen-Belsen. 30 000 prisonniers errent entre la vie et la mort. Éparpillés, 10 000 cadavres se décomposent. Une vision d'apocalypse saisit alors les libérateurs. Les soldats anglais doivent utiliser des bulldozers pour déplacer les milliers de cadavres et éviter les épidémies. Ce même mois, les Américains pénètrent dans le camp de concentration d'Ordruf, une dépendance de Buchenwald. Eisenhower est bouleversé. « De ma vie, je n'ai jamais connu un choc pareil », confie-t-il. Patton, malade, vomit près d'une baraque. Eisenhower ordonne à la population de la ville voisine de visiter le camp. Devant un four crématoire, où l'on brûlait 200 corps par jour, des femmes s'évanouissent. Qu'importe, les officiers exigent que les Allemands
affrontent les horreurs qu'ils ont laissé perpétrer. Sur une table, des abat-jours en peau humaine. Des peaux tatouées que collectionnait une responsable du camp et des têtes rétrécies. Les trophées de la barbarie nazie. Les libérations de camps vont se poursuivre et ces visites imposées aux populations vont se multiplier. Eisenhower déclare: « On nous dit que le soldat américain ne sait pas pourquoi il se bat. Maintenant au moins, il saura contre qui il se bat. » La découverte de l'enfer concentrationnaire est un choc pour les Alliés et pour le monde. Depuis 10 mois, le Reich rétrécit. En avril s'ouvre le dernier acte. Berlin, la dernière citadelle, se prépare à la bataille finale. Ce 12 avril 1945, l'orchestre philharmonique de Berlin joue le crépuscule des dieux. Pour pallier le manque d'effectifs, c'est une armée d'enfants, de femmes, de vieux, encadrés par quelques milliers de SS fanatiques, qui défendent la capitale du Reich et érigent des obstacles. Goebbels a bien fait les choses. Tous les défenseurs de Berlin ont le sourire sur ces images de propagande. Pour tendre les embuscades, chaque Allemand a été équipé d'un fusil ou d'un Panzerfaust, une arme anti-char. Les usines en ont fabriqué plus de 3 millions ces derniers mois. Dans les rues de Berlin, on suit des cours de formation accélérés. Bien des Allemands ont encore la foi dans leur Reich. Un jeune soldat écrit à ses parents: « Je ne peux simplement pas croire que le Führer va nous sacrifier absurdement. Personne ne pourra me dépouiller de ma foi en lui. Il est tout pour moi. » Certains officiers confisquent les mouchoirs blancs pour éviter la reddition de ces derniers défenseurs. Les dignitaires nazis y croient encore, d'autant plus que ce même jour, aux États-Unis, le 12 avril 1945, le président Roosevelt disparaît.
Hitler exulte. Le grand miracle, celui que j'avais toujours prédit, est arrivé. La guerre n'est pas perdue. Hitler est aveuglé par ses propres illusions. Mais l'espoir est de courte durée, car l'armée rouge s'approche de la capitale du Reich. Autour de la maquette de Berlin, les généraux soviétiques mettent au point les ultimes préparatifs. Le matériel venu de l'Est est enfin arrivé sur les rives de l'Oder. Chars, obus, avions, 30 000 canons. Le 16 avril, le plus grand tir de barrage d'artillerie de la guerre commence. « 1 236 000 obus sont tirés. « 100 000 tonnes d'acier s'abattent sur les Allemands. « 2 millions d'hommes se lancent à l'assaut de Berlin. Staline encourage la rivalité entre ses maréchaux. À qui percera le premier, à lui de prendre Berlin, déclare-t-il. Zhukov fonce tout droit, mais il se heurte à une très forte résistance. Konev contourne la ville par le sud. Les 196 divisions soviétiques attaquent de tous les côtés. Les Russes ont un objectif, la chancellerie, sous laquelle se situe le bunker d'Hitler. Zhukov avance, mais pour un Allemand tué, 3 Russes tombent. Staline tient un encerclement total de Berlin pour éviter que les Anglo-Américains, servis par un soudain effondrement allemand, n'entrent les premiers dans la capitale. À Berlin, c'est la terre qui tremble. Chaque carrefour est défendu, parfois par de jeunes enfants. Hitler se terre dans son bunker. Sur ces dernières images du dictateur, tournées 1 mois plus tôt, la censure a coupé un bout de pellicule, jamais diffusé. On y aperçoit les tremblements du Führer, incapable de se maîtriser. Hitler n'est plus qu'une ombre. Pourtant, à aucun moment il n'est question de reddition. Goebbels divague et fait croire que tout va bien. La situation tourne à notre avantage. Les Américains marchent sur Berlin. Le grand revirement est en cours. Il faut tenir la ville à n'importe quel prix. Encore un mensonge du ministre de la Propagande, dont c'est après tout le métier. À 110 km de là, le 25 avril à Torgau, le jour tant attendu arrive enfin. Le Reich est coupé en deux. Les armées soviétiques et américaines opèrent leur jonction. Si aux yeux des dirigeants, l'heure est à la méfiance, pour les soldats, l'heure est à la liesse. Même si certains soldats soviétiques évitent une fraternisation qui pourrait les expédier au goulag. Dans Berlin, 2 millions de civils sont pris au piège. Il faut survivre. Ici ou là, on découpe un cheval. Aussi forte soit la puissance de feu soviétique, même dans la guerre mécanique, c'est le fantassin qui doit finir le travail. Rue par rue, cave par cave. Dans ces derniers jours,
La motivation des Allemands change. Ils ne combattent plus pour leur grand Reich, pour leur fureur ou pour le national-socialisme, mais pour sauver leur peau. Les Russes approchent du bunker, où Hitler déplace encore des armées imaginaires. Les élites ont fui la ville. Quand Goebbels comprend que tout est perdu, il lâche. Que faire d'un peuple dont les hommes ne se battent même pas quand on viole leurs femmes? Tous les projets, toutes les idées du national-socialisme sont trop élevés, trop nobles pour un tel peuple. Ces gens ont mérité le sort qu'ils vont connaître maintenant. Au même moment en Italie, le 28 avril, Mussolini s'est fait capturer alors qu'il tentait de s'échapper. Il a été fusillé. Son corps et celui de sa maîtresse ont été molestés par la foule. Lorsque Hitler apprend la mort du Duce, il conclut: mort ou vif, je ne veux pas tomber aux mains de l'ennemi. Après ma mort, mon corps sera brûlé et personne ne pourra le découvrir. Enfoui dans son bunker, le 30 avril, Hitler se suicide avec sa femme Eva Braun. Son corps est ensuite brûlé par son chauffeur, avec 200 litres d'essence. Depuis 12 ans, le dictateur régnait sur l'Allemagne. Il rêvait d'un Reich millénaire. Ce mirage s'effondre dans les ruines de sa capitale. Ultime mensonge. La radio clame que Hitler est mort à la tête des défenseurs héroïques de Berlin. Ce même jour, les troupes de Zhukov percent. Ces soldats s'emparent du Reichstag. Vassili Grossman écrit: j'avais envie de crier, d'appeler tous les frères combattants qui gisent dans la terre russe, ukrainienne, biélorusse et polonaise, qui dorment du sommeil éternel au champ d'honneur. Camarades, vous nous entendez? Nous y sommes. Deux jours plus tard, les Russes reconstituent la scène. Une photo est prise. Mais il faudra retoucher ce cliché historique, car un détail a été négligé. Un des soldats portait plusieurs montres au poignet. Où est Hitler? Cette question hante les Russes. Les soldats soviétiques ne découvrent qu'un sosie, devant lequel ils se photographient. Une équipe de spécialistes dépêchée par Staline enquête. Ils découvrent les corps calcinés de Goebbels et de sa femme. À côté d'eux, les corps sans vie de leurs 6 enfants. Quelques mois plus tôt, ils servaient encore à la propagande du parti. Le couple Goebbels les a assassinés avant de se suicider. Les restes de la dépouille d'Hitler sont finalement découverts dans un trou d'obus. Lorsqu'il apprend la mort du Führer, Staline s'exclame: voilà qui en est fini de ce salaud. Dommage qu'on ne l'ait pas pris vivant. Les ossements sont secrètement convoyés en Russie. Même Zhukov, qui savoure sa victoire et s'offre une visite dans l'antre de la bête, ignore tout de cet épilogue. Hitler disparu, la capitulation devient possible pour ses successeurs. Le 7 mai, dans une modeste école de Reims, au quartier général des forces alliées, les représentants allemands acceptent les termes de la capitulation inconditionnelle. Après la signature, le général Jodl, qui ne manque pas de culot, se lève et déclare: l'armée allemande est désormais entre les mains alliées. J'espère que le vainqueur va nous traiter avec générosité.
Avec les stylos de la capitulation, Ike fait le V de la victoire. In January 1943, the late President Roosevelt and Premier Churchill met in Casablanca. There they pronounced the formula of unconditional surrender for the Axis powers. In Europe, that formula has now been fulfilled. Mais ces images ne sont pas encore diffusées, car cette capitulation ne satisfait pas Staline. Le maître du Kremlin grogne. C'est le peuple soviétique qui a porté sur les épaules la plus grande partie du poids de la guerre. Staline exige qu'une deuxième capitulation soit signée le lendemain à Berlin. Le 8 mai, les délégations américaines, françaises, allemandes et britanniques traversent une ville défigurée. C'est au quartier général du maréchal Zhukov, à la lisière de Berlin, que le maréchal Keitel est attendu. À son entrée, personne ne répond à son salut. Les différentes délégations paraphent les 5 actes de reddition. Le général Delattre signe pour la France. Il est 23h ce 8 mai, mais déjà 1h du matin à Moscou. Les soviétiques retiendront la date du 9 mai. Mais la capitulation n'interrompt pas la tragédie. À l'arrêt des hostilités, succède une vague de suicides. Outre les grands chefs comme Himmler, plusieurs milliers d'Allemands anonymes se donnent la mort parfois avec leur famille, par peur des soviétiques, ou poursuivre Hitler dans les ténèbres. Hitler, en 1935, avait promis aux Allemands « Donnez-moi 10 ans et vous ne reconnaîtrez pas l'Allemagne ». Il aura tenu parole. C'est fini. C'est fini, entend-on dans les villes, qui dans le monde entier fêtent la victoire. Les peuples célèbrent une libération si longtemps attendue. Dans la liesse, mais aussi dans la gravité. Car les ténèbres du nazisme ne se dissipent pas en un jour. Les souffrances subies laissent une tache indélébile dans les mémoires. Le nazisme a dépassé les horizons de l'horreur. Les juifs exterminés, les civils massacrés, les résistants torturés hantent à jamais la conscience de l'humanité. Un continent doit pourtant se relever. Les villes en ruine se rebâtir et les millions de personnes déplacées retrouver leur sol. Autant d'immenses défis pour cette après-guerre. De ce chaos semé par l'ordre brun va cependant naître une ère nouvelle.